sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Clément Laberge. Salut Clément. Salut Denis. Donc oui, on reçoit Clément Laberge. Clément Laberge qui est directeur, comment on dit? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet du maire de Québec. Oui, exact. Fait que Clément, on se connaît, mais ce soir, t'es avec nous pour qu'on apprenne des choses, pour démystifier un peu ce rôle-là de directeur de cabinet. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Tu connais la formule, hein? On est... je commence souvent avec un CV, puis là, je suis tombé sur ta page de blog où tu as tout ton pedigree au complet depuis, je pense, ton premier Mac, genre. Ouais, genre à peu près. Ça remonte à quoi, 87 quasiment? J'étais dans la thématique. Ça doit être 87. Fait que je vais lire un peu ton CV. C'est un CV exhaustif. Il n'a probablement pas été mis à jour depuis un petit bout, mais c'est pas grave, je te laisse aller. Quand même, parce que vers la fin, c'est « Je deviens directeur de cabinet du maire de Québec ». Oh, j'avais eu le temps de faire ça. Oui, bon, 10 novembre 2021. Fait qu'il y a au moins un an. Oui. Hein? D'ailleurs, on est pratiquement à un an, oui. D'ailleurs, il y a, en me préparant un petit peu pour ce soir, on se rappelait, puis je pense qu'on s'est échangé ça cette semaine, une image que tu avais partagée où François Larouche, en disant on perd aujourd'hui un engagé public qui part pour d'autres cieux. Oui. On lui souhaite bonne chance. Mais ça fait plaisir d'être ici un an plus tard. Un an plus tard, tu es avec nous pour venir démystifier un peu le rôle. Puis à travers ça, on a la chance de t'avoir. On va essayer d'aller chercher quelques secrets de l'hôtel de ville. On va voir si... Oui, c'est ça. On va voir si on a cette chance-là. Donc, je te demandais dans un premier temps peut-être juste de rapprocher une petite affaire, peut-être élever le bras complet. Oui, comme ça. Parfait. Pour être un peu plus aligné avec le micro, être sûr qu'on va chercher le meilleur son possible. Donc, Clément Laberge, en fait, c'est ça, hein, je pense que ça confirme t'aimes écrire, ça, on peut le dire d'emblée. C'est un blogueur prolifique, remolino.qc.ca pour ceux qui sont intéressés à lire ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de stock sur ce blog-là. Membre du club Macintosh dès 1990. Puis, tu sais, pourquoi je le dis, c'est parce que c'est une chose qu'on a en commun. J'ai été aussi membre du club Macintosh, mais on ne s'est jamais croisé dans le cadre de ces activités-là, ni même sur Synapse. Là, en tout cas, j'ai pas de souvenirs. Pas qu'on s'en souvienne, en tout cas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des souvenirs de Carl-Frédéric Dessel puis toute ta gang, mais j'ai pas de souvenirs nécessairement de toi dans ce contexte-là. Baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire. Oui. Mais je ne savais pas. Oui, mais puis ça me suit encore aujourd'hui. La dimension pédagogique est encore bien importante dans mon rôle. On est ici pour ça ce soir même. 1996, maîtrise. Resté en suspens. Oui, je suis parti par autre chose. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. OK. Mais 1996, 1996, oui, encore une fois, 96, enseignant. Donc, tu as été enseignant dans de ce que tu... 2 ans, sciences? C'était une époque où on ne cherchait pas d'enseignants comme aujourd'hui. On n'avait pas besoin de prof de sciences, aussi invraisemblable que ça puisse avoir l'air, 25 ans plus tard. Et puis, j'ai enseigné un peu de tout, sauf des sciences. Ah, t'es sûr? C'était ça à l'époque. Donc, c'est ton bac en enseignement surtout qui était demandé dans ce contexte-là. C'était pas en sciences. Papa de 3 enfants. Ouais. Évidemment, qui ont maintenant 20, 22, 24. Ça va vite, hein? Sinon, je ne pourrais pas faire le boulot que j'ai là. Tout à fait, parce que tu serais trop occupé. Entrepreneur. Donc là, entrepreneur d'innombrables d'entreprises et entrepreneur, dépendamment où tu étais, toujours avec beaucoup de proactivité. Donc là, moi, ce que j'ai réussi à déceler, là, c'est .qc.ca de Marc Opossum, avec Mario Asselin d'ailleurs, qui est aujourd'hui député de Vanier. Exact. Et même jusqu'à tout dernièrement, A10S, on le dit même, hein, avec où on s'est recroisés à l'occasion. Où on s'est recroisés. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Christian. J'ai fait encore des mandats avec Christian, qui est le président d'A10S. Créateur du magazine Les Chroniques de l'Infobourg, qui est devenu le magazine L'École branchée. Ouais, ça, c'était en 96. On avait fait une grande affiche qui représentait à l'époque l'entièreté, la somme de tous les sites web éducatifs francophones au monde. Ça rentrait sur une affiche, un poster. Wow! Aujourd'hui, tu aurais beaucoup de difficultés à rentrer tout ça dans une même affiche.
Ensuite de ça, création du magazine, je l'ai dit, directeur des développements numériques pour Editis à Paris. 3 ans, un grand plaisir, immense plaisir. Découvrir un autre univers, un autre monde du travail, ça a été un apprentissage extraordinaire. Fait que tu as habité à Paris pendant 3 ans pour ça? Oui. Membre du conseil d'administration du Conseil des métiers d'art et des lettres du Québec. Conseil des arts et des lettres. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai Des dit métiers des métiers d'art. Moi, ça, c'est une déformation professionnelle à c'est cause ça. que c'est un client. Donc, membre du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec. Est-ce que c'est encore le cas? Non. J'ai fait 4 ans, 5 ans peut-être. Quand même. Oui, mais c'est une expérience importante d'aller agir comme administrateur d'une société d'État dans le domaine de la culture, avec tous les défis que ça comporte, les réalités à la grandeur du Québec. Ça a été ça aussi une très belle expérience. Candidat du Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon en 2014 et à la partielle de 2015. Oui. 10 novembre 2021. C'est des expériences importantes, ça. On va parler tantôt d'implication politique, des formes que ça peut prendre, mais d'avoir vécu l'expérience de c'est quoi être candidat, d'aller de porte en porte, de rencontrer les gens, je pense que c'est une expérience, j'allais dire indispensable pour pouvoir jouer le rôle que je joue aujourd'hui. Ça te permet d'avoir une meilleure compréhension de l'état d'esprit et des préoccupations des élus avec qui tu travailles. Exact. Puis des défis que ça représente d'aller voir les gens, de leur parler, de les convaincre, d'aller voir des gens qui sont pas plus amis facile. En partant, puis c'est ça. Plus facile de les aider quand tu connais la game. Puis de la diversité des points de vue, touché, puis du fait qu'on se remet très bien de se faire challenger, pas de problème, ça fait partie de l'équation. Est-ce que tu t'es en train de me dire que tu te serais fait challenger dans le cadre de ton implication au PQ? Dans Jean Talon, au PQ, oui. En 2014, oui, absolument. Des beaux souvenirs. Je pense que les gens, entre autres, n'étaient pas très contents qu'on retourne en élection. Hein? Je pense qu'en 2015, ça a quasiment été pire, je pense. Hein? Oui, non, ça a été 2 belles expériences. En fait, celle-là, non, c'est ça. C'est celle-là de 2014 qui était la pire par rapport à ça. Ouais. OK, donc on disait 10 novembre 2021, là, pratiquement un an. Là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 15. Bon, 1 an et 5 jours. Tu deviens directeur de cabinet du maire de Québec. C'est la raison principale pour laquelle tu es avec nous ce soir. Ma première question, Clément, c'est pourquoi tu as accepté l'invitation ce soir? C'est une très bonne question parce que moi, c'était pas dans les plans. Là, moi, tu l'as mentionné, je travaillais avec Christian Roy chez A16. On faisait des contrats, ça allait bien. On se rappelle qu'on sortait de 2 ans de pandémie. J'avais passé 2 ans à travailler de chez nous, en pyjama jusqu'à l'heure du dîner. Tout allait bien. Et puis, mais il reste que j'ai toujours été convaincu de l'importance de la chose politique, faire avancer la société. Puis là, il y avait une campagne électorale qui avait été l'occasion de plein de débats que je trouvais très importants. Il y avait un nouveau maire qui venait d'être élu, qui était inspirant, qui avait réussi à regrouper des élus qui avaient des idéaux auxquels j'étais capable de m'associer. Puis là, il manquait un ingrédient à l'équipe, c'était d'avoir quelqu'un pour diriger le cabinet, les interactions entre les élus, le maire, l'administration, les différents partenaires de la ville. Puis quand on me l'a proposé, j'ai pas réfléchi très longtemps. C'était un défi qui m'intéressait. Tu es obligé de reprendre ma question. Puis c'est le fun. Puis je suis content que tu aies répondu à la question comment, pourquoi tu es devenu directeur de cabinet. Mais c'était pas ça ma question. Pourquoi tu as accepté l'invitation? Ce soir. Pas du maire, l'invitation à l'entrevue. Excuse-moi, je me suis mal fait comprendre. Ben non, mais tant mieux, on aura pris un peu d'avance. Oui. C'est une bonne question, je me la suis posée encore ce matin. Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Avec la fatigue et la somme de travail qu'on a. Oui. En fait, j'ai accepté parce que je me suis dit que ça faisait 1 an, puis je me suis dit que tes questions feraient partie de l'exercice de faire un bilan personnel de l'exercice. La frénésie du quotidien ne nous offre pas beaucoup l'occasion. La semaine passée, on a eu à traverser l'exercice de lire le bilan que les journalistes, les commentateurs faisaient de l'année. Il faut réaliser que ce n'est pas commun, ni pour un maire, ni pour des élus, de se faire évaluer publiquement au grand jour par tout le monde pendant une semaine. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé avec tout le monde en disant, il faut aussi mettre en perspective, faire votre propre retour sur cette année-là. Puis je me suis dit que l'exercice contribuerait à ça. Donc, c'est un complément à cet exercice-là. Ça a été quoi
votre bilan? C'est quoi les grands constats que vous avez tirés de votre exercice de la semaine passée? On est globalement très, très content de l'année. Les défis étaient super nombreux. On savait, tout le monde, que c'était pas possible, c'était pas réaliste d'avoir une note parfaite, on le sait. On fait pas ça pour ça. Et puis, mais globalement, devant tous les défis qu'on a eu à relever, on est très serein sur les critiques qui ont été faites. Puis on est, je dirais, impressionné des apprentissages qu'on a faits. Puis on se sent mieux équipé pour faire la deuxième année. C'était pas mal ça l'exercice qu'il fallait faire. Écoute, on va revenir sur tes... il y a tout évidemment une Mais série... tu sais, peut-être Oui. un mot là-dessus. On avait beaucoup de monde. En fait, on a beaucoup de monde dans l'entourage, autant au cabinet que parmi les élus, dont l'expérience politique. Il n'y a personne qui est... En fait, il faut rappeler, au lendemain de l'élection, là, on a 7 élus sur 22. 6 conseillers sur 21. Là, plus le vous maire. êtes combien? Non, Là, on est 10 sur 21, donc on est toujours minoritaire. Mais dans ces 7-là qu'on avait au lendemain de l'élection, il y en a 6 qui n'avaient aucune expérience en politique municipale. Mm-hmm. Puis, parmi ces gens-là, c'est essentiellement des gens qui avaient une expérience de la politique comme militants. Dans des causes, dans des organismes sociaux, c'est des gens qui avaient été plutôt dans des positions d'opposition, dans des positions de revendication. Puis là, du jour au lendemain, se retrouver en situation d'exercer le pouvoir et de réaliser que c'est une autre posture complètement. Ça fait partie des défis de l'année. Quand tu demandes c'est quoi votre bilan, je pense qu'un des bons points, c'est qu'on a réussi ce changement de posture-là progressivement des gens qui étaient en position de revendiquer, de demander, etc., ouais. à des gens qui doivent faire tous les arbitrages, les dilemmes, régler des paradoxes, négocier entre eux, puis choisir, puis trancher, puis après ça, vivre avec la critique. C'est un changement de posture qui, psychologiquement, n'est pas banal du tout. Mm-hmm. Je pense qu'on a plutôt bien réussi à le faire. C'est une question d'ailleurs que j'ai intégrée souvent à mes questions quand je faisais des entrevues avec des nouveaux élus, à savoir qu'est-ce que ça les avait amené comme réflexion, puis c'était quoi les grands constats qu'ils tiraient, puis les changements qu'ils avaient perçus par leur façon de militer. Parce que passer d'un militant à un décideur, malgré que là, vous êtes quand même minoritaire, mais écoute, ça d'ailleurs, puis là, je pose une question à l'autre, mais c'est pas parce que tous les sujets m'intéressent, mais ça paraît pas que vous êtes minoritaire. Quand un gouvernement, d'habitude, est minoritaire, on dirait que ça occupe beaucoup d'espace, en tout cas, peut-être trop. Puis on pense à Bruno Marchand, on pense à tout votre groupe, puis quand est-ce qu'on doit reparler de ça? Tu viens de me le rappeler, puis j'ai été moi-même surpris quand tu as dit on est 10, on est encore minoritaire. Je fais, ça, pour moi, c'est un des bouts les plus satisfaisants de la dernière année. Je l'ai partagé avec quelques-uns cette semaine. C'est quand on était arrivé, on était 7 sur 21. En fait, 7 sur 22. Puis les premiers textes, c'est comment l'équipe de Bruno Marchand va réussir à faire fonctionner l'hôtel de ville. Depuis ce temps-là, on a eu 25 conseils municipaux. Chaque fois, on a une centaine de décisions. Ça fait à peu près 2500 décisions qui ont été adoptées en conseil de ville. On a perdu un vote. Puis tout ça, c'est fait parce qu'on prend du temps, on consulte, on a essayé d'aborder les choses différemment parce que les oppositions, il faut leur donner le mérite aussi, ont voulu que ça fonctionne. Puis on se parle beaucoup, on travaille, on négocie. Ça paraît pas toujours. C'est comme à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le travail de fond n'est pas très visible, mais il est pas moins réel. Mm-hmm. Mais au bout du compte, que dans les bilans de l'année, presque tous les commentateurs ont même pas mentionné qu'on avait fait 1 an comme minoritaire et que ça avait fonctionné très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était en soi une réussite, puis que les critiques qui suivaient étaient un peu des critiques de luxe au sens où c'est parce qu'on a bien réussi la base sur laquelle on était obligé de réussir. Tu es en train de me dire que dans tout le volet, dans tout le bilan que vous avez analysé, là, tout ce que vous avez vu comme les différents articles qui ont été publiés sur justement cette année-là, il n'y a personne qui est revenu sur cet aspect-là. C'était épatant, c'était étonnant. Ouais. Mais c'est...
c'est le fruit de beaucoup de travail. Une partie de mon travail, beaucoup du travail des élus chez nous qui prennent du temps, qui parlent, qui rencontrent les gens, qui écoutent. Les oppositions, les chefs des cabinets des autres partis aussi. C'est un travail d'équipe. C'est le résultat de tout le monde. En audio, on dit que les silences sont très importants. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on a, là. Un silence qui témoigne fortement d'une action de l'ombre ou d'un travail de fond. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à, mais c'est la volonté de tout le monde. Si on avait été tout seul à vouloir jouer, ça n'aurait pas fonctionné. On a fait là, le tour du bilan, puis tu me diras, écoute, ça fait pratiquement le tour. Mais moi, tu le sais comment ça fonctionne, les engagés publics. Hein? Tu as déjà été un engagé public. Ça vient... en fait, ce que je veux savoir, c'est qui Clément Laberge? Parle-nous un peu là, avant que tu te retrouves là, avec un travail qui t'empêchait d'avoir une vie. Ça ressemblait à quoi, ta vie? Moi, écoute, c'est une bonne question. Je m'en souviens-tu? Tu ne te souviens plus de cette vie-là, hein? Ce temps-là qui est révolu. On fait des blagues. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est partant pour réaliser des projets. Ben oui, ça, on qui est partant pour s'engager dans différentes formes de projets. Ça a été le cas en entreprise, ça a été mon approche sur l'éducation. On pourrait revenir sur des projets en éducation extraordinaires qu'on a réalisés. L'affiche en est un exemple. C'était un projet avant-garde dans le temps. J'ai été quelqu'un qui a toujours sauté dans des occasions. J'ai la chance d'avoir une conjointe, une famille qui a les mêmes audaces. On est parti en France comme ça. Fait que moi, j'ai toujours été porté par des projets, puis en particulier par des projets où il y a des gens qui ont l'air de vouloir se mobiliser. Je pense que je suis quelqu'un qui est vraiment sur du travail d'équipe. J'ai le goût de mobiliser des gens. J'ai le goût de prendre du temps, de créer des contextes dans lesquels les gens vont réussir à faire des choses. Ça a été mon approche comme consultant aussi. Puis c'est de cette façon-là que j'aborde aussi le rôle dans lequel je suis. Fait que même dans mes loisirs, dans mes activités, ça a toujours été ça. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu es si engagé? Pourquoi l'implication pour toi, c'est si important? Puis au sens large, là, je parle pas de politique. T'sais, oui, ça t'a amené à t'intéresser à la politique. Mais puis ça, en fait, c'est une question qui me fascine, puis c'est la question qui fait que j'ai tant aimé que j'aime tant le projet des engagés publics. J'essaye toujours de comprendre c'est quoi qui pousse les gens, parce que de l'engagement, en général, c'est pas toujours très payant au point de vue financier. Qu'est-ce qui te pousse comme ça à être... Parce que c'est fou, quand on regarde ton CV, là, c'est vraiment une chose qui saute aux yeux. Tu es quelqu'un d'énormément impliqué, très engagé. Ça te vient de où, ce désir-là de faire avancer les choses, d'amener ton... Écoute, mettre l'épaule à la roue? Ça me vient de où? Moi, ce qui était très fort dans la famille chez nous, c'était la dimension éducation, l'importance d'apprendre tous les jours. L'importance d'être libre dans la vie, je pense que ça passe par le rapport que tu as avec la société dans laquelle tu es. Puis quand tu aides des gens à eux-mêmes apprendre un peu tous les jours, à travailler ensemble, c'est une façon de devenir libre, puis d'aider des gens à devenir libres. Puis moi, écoute, c'est dans ça que je trouve mon fun. C'est quoi la liberté? Je pense que la liberté, c'est d'être capable de faire des choix, de les assumer, Écoute, c'est quoi la liberté? C'est une question que j'aurais pu poser à Sol Zanetti. Il m'aurait sorti la liberté, pour moi, c'est multiforme. C'est ta capacité à toi de faire des choix dans la vie, puis c'est la capacité comme groupe de faire des choix, puis de s'avancer dans une direction. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une notion, justement, de se donner les outils? Pour être, la liberté, ça vient aussi avec la capacité à prendre les leviers pour agir, puis prendre, justement, comme tu dis, avoir cette liberté-là de... D'abord, la liberté, c'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose vers quoi tu marches. T'acquiers. Oui, puis vers quoi tu vas toujours. C'est toujours à réinventer. Le contexte change autour de toi. Ça fait que tu passes à travers des objectifs, tu travailles avec des gens, tu découvres des nouvelles facettes de la liberté, puis tu réalises en général, puis là, peut-être ça rejoint la question de pourquoi l'engagement, c'est que tu peux pas être libre tout seul dans ton coin. Tu es libre quand tu travailles avec des gens, puis que tu acquiers des capacités de changer ton environnement, puis de te faire un chemin. Puis donc, ça se passerait au collectif. Ouais, moi, je pense.
en lisant tous tes trucs, je tombe souvent sur des références sur le frère Marie-Victorin. Qu'est-ce qui se passe avec le frère Marie-Victorin et Clément Laberge? Est-ce que c'est une inspiration pour toi? Explique-moi un peu d'où te vient ton amour pour le frère Marie-Victorin. Ben, le frère Marie-Victorin, pour moi, c'est un des grands fondateurs du Québec moderne. C'était un religieux dans une époque qui était religieuse, mais c'était un esprit libre qui croyait dans l'éducation comme un moyen d'émancipation de la société québécoise, qui a fondé des grandes institutions comme le Jardin botanique de Montréal, qui a créé des mouvements éducatifs extraordinaires comme les cercles des jeunes naturalistes qui ont regroupé des centaines de milliers de jeunes à la découverte des sciences à travers l'exploration de la flore du Québec. Puis je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime encore l'importance que cet homme-là a eue dans la découverte des sciences, dans l'importance pour les Québécois d'apprivoiser les sciences, puis de se donner des institutions pour apprendre, puis éduquer de plus en plus de gens pour être de plus en plus libre, puis être capable d'être reconnu un peu partout comme nation. Donc encore dans tes... Moi, l'éducation, la science, l'éducation. Éducation, liberté. Exactement. Ça fait qu'il était dans ça. Je pense qu'on continue à devoir être inspiré par ça. Tu as été sélectionné parmi les 12 visionnaires invités dans le cadre de Québec Affaires Québec Affaires 2025. Tu n'as pas été invité en 2025, c'est ça. Ouais. Là, je me souviens pas exactement. C'est vrai, je me souvenais plus que c'était 2025. Ça veut dire que ça devait être en 2005. Donc, c'était une vision 20 ans plus tard. Ouais. Moi, ma question est la suivante, puis je disais ça, puis je riais, mais là, en plus, tu es en position de pouvoir agir un peu, puis je me demandais, quand tu retournes, tu parlais de bilan tantôt, on va faire un bilan 20 ans à l'arrière. Quand tu regardes ça à 15 ans après, plus que 15 ans, 17 ans après, cette espèce de grand événement-là. Puis d'ailleurs, la présentation que j'avais faite à l'époque est toujours sur mon blog. Fait que ça, fallait que je c'est incroyable comment ton blog est riche en informations, c'est vraiment intéressant. Oui, là, il commence à avoir plus que 20 ans de texte là-dessus. Là. Ah oui, c'est pour vrai, là, je disais tantôt, c'était pas une blague quand j'invitais les gens à aller lire là-dessus, ne serait-ce que toute la publication de 87 à aujourd'hui, quasiment pratiquement au quotidien. En 2019 que j'avais regroupé les 30 années de réflexion. Hey, ça rajeunit pas, t'es pas fin de parler de ça. Bon, mais là, où est-ce que je vais en venir, moi, avec les 12 visionnaires invités dans le cadre du Québec Affaires 2025? Je me demandais, y en a-tu une vision à l'intérieur de tout ça qui a été exposée, qui s'est réalisée? Ah ben là, je me souviens pas des présentations de tout le monde. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en 2005, j'avais donné, je pense que c'est la Chambre de commerce de Québec qui organisait ça à l'époque. Et puis, moi, j'avais distribué, j'aime ça dans des présentations, faire un petit quelque chose de spécial qui reste en mémoire. Puis j'avais donné à tout le monde un petit acétate jaune, un petit morceau d'acétate jaune de la grandeur d'une carte d'affaires pour mettre dans le porte-monnaie. Puis dans la fin de ma présentation, où je leur avais dit que l'important, si on voulait se projeter en 2025, c'était d'imaginer la ville comme elle serait. Pas en se demandant ce qu'elle était aujourd'hui, mais de se projeter en avant. Puis je leur avais symboliquement dit, bien, quand vous regarderez la ville, vous regarderez à travers le petit plastique jaune, ça va vous faire penser de regarder les choses autrement. Puis il y avait des diapos qui illustraient ça. Puis je me souviens qu'à l'époque, dans les choses qui étaient évoquées, il y avait une vision de la ville. Je me souviens qu'il y avait une image avec le parc Jean-Paul Lallier qui était en train de se transformer, puis ainsi de suite. Puis ça, cette capacité-là de se projeter, j'y crois encore profondément. Il faudrait relire ce que j'évoquais, mais ça aurait été drôle. Mais il y en a eu d'autres présentations de ce type-là qui ont été amusantes. Il y avait une, avec le recul, il y avait un moment intéressant. Quelle année, je ne sais pas. Mais c'était Québec Horizon Culture, puis c'était le ministère de la Culture, qui était la ministre à l'époque, c'était Christine Saint-Pierre, et M. Labombe qui organisait un événement. Puis là, j'avais fait une présentation où j'avais dessiné moi-même, avec tout mon talent de dessin, le petit Régis et la petite Christine qui se projetaient dans le temps à Québec 20 ans plus tard. Les as-tu encore, tes dessins? Oui, c'est encore c'est encore là. Les dessins sont là, et l'histoire que j'avais racontée aussi. On pourrait s'en servir pour les... Probablement que la sagesse voudrait que j'élimine un peu ça de mon blog, mais non, j'assume complètement ce que j'ai écrit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. As-tu encore ce genre d'exercice-là?
Parce que là, tu es dans une position où on te demande ça, de te projeter un petit peu. Ouais. Là. On aimerait ça. Moi, je suis... Non, mais tu es surpris que... Moi, je pense qu'un des rôles importants, puis là, on va peut-être vraiment aller vers là, dans les rôles de chef de cabinet, il a fallu qu'on les invente. Moi, j'ai choisi en arrivant de ne pas me demander comment mon prédécesseur gérait puis comment il jouait son rôle de directeur de cabinet. Moi, je l'ai inventé en arrivant. J'ai choisi de le faire comme ça. Je m'étais intéressé à ce rôle-là par le passé. Ouais. Mais là, il fallait l'inventer avec des gens, des élus, entre autres, qui n'avaient pas d'expérience là-dedans, donc qui n'avaient pas forcément d'attente particulière. On l'a inventé au fil de l'année. Et parmi les rôles que j'ai réalisés en cours de route qui est important, il y a celui de réussir à remettre les choses en perspective parce que les choses se passent à une vitesse incroyablement grande. Les médias nous imposent un rythme incroyable. Le nombre de décisions à prendre aussi. Fait que il faut qu'à un moment donné, on réussisse à se donner des respires, prendre le temps un peu d'arrêter les choses, d'essayer de se réapproprier le rythme des choses. Puis, ben là, tu ne seras pas surpris si je te dis que j'ai pris l'habitude au fil du temps, une fois par semaine, le samedi matin en général, après un deuxième café, d'écrire un texte à tout le monde, faire un petit wrap-up de la semaine, voir un peu qu'est-ce qui s'en vient en avant, puis essayer de mettre un peu les choses en perspective. OK. 2 questions. Premièrement, est-ce que ces textes-là seront publiés un jour? Écoute, c'est pas moi qui va décider ça. Moi, je l'ai fait pour nous aider à avancer tout le monde, pour permettre aux élus de réagir à ma façon de voir les choses, parce qu'il n'y a pas toujours de consensus. Puis le but, c'est pas toujours qu'il y ait consensus, mais c'est d'essayer de garder le cap et d'interpréter les choses de façon un peu partagée. Si je pose la question, c'est parce que ça m'intéresserait de les lire. Première chose. Deuxième chose, puis je sais que c'est un peu là que tu allais, mais puis là, bon, tu me parles de ton deuxième café, mais pour vrai... Combien de café? Non. Combien de café pour vrai ça prend pour retrouver une vision? Mais non, mais ma question est là, c'est que tu dis, tu as énuméré un paquet de raisons qui font que tu as le nez collé sur les dossiers et sur l'actualité au quotidien. Ce recul-là nécessaire pour se doter d'une vision, il suffit de 2 cafés puis d'un samedi? Non, mais c'est le seul moment où c'est possible de le faire. C'est ça. Mais sauf qu'il faut être convaincu de l'importance de le faire puis prendre le temps de le faire. Sinon, il ne vient pas tout seul. Là. Le quotidien, je sais, il y a un vrai... Je pense que les 2 plus grands défis en tout cas, de mon point de vue, les 2 plus grands défis de la dernière année, ça a été d'apprivoiser le rythme auquel les choses se passent. Oui. Parce que ça, en soi, c'est essoufflant, puis c'est pas comme si ça suffisait de dire c'est trop vite. Faut prendre le train puis vivre avec, puis accepter plein de compromis qui font que faut que tu arrêtes d'être perfectionniste, là, tu vas pas y arriver. Puis le deuxième, c'est de gérer l'énergie qui va avec ça. Parce que, tu sais, quand les journées finissent, tu n'as pas l'énergie de faire un petit débriefing personnel beaucoup de la journée. Si tu ne choisis pas de le faire, c'est pareil sur les semaines. Fait que apprivoiser le rythme puis gérer l'énergie, c'est 2 éléments, je pense, incroyablement sous-estimés de la vie politique. Est-ce que les organisations comme la vôtre se dotent d'un moment de je sais pas moi, d'un lac à l'épaule, un retrait pour aller faire une planification stratégique annuelle ou 4 ans, je sais pas? Est-ce que c'est On l'a fait. On l'a fait assez, pas assez, je sais pas. On l'a fait 2 fois dans 2 formules différentes. Est-ce que vous réussissez à tenir le plan? Je peux pas dire si on réussit encore. Les objectifs, on essaye, on les suit. Parce qu'on est encore sur une année de transition, là. Oui, c'est ça. Cette année, il y avait beaucoup d'apprentissage. Je te dirais que sur la moyenne des objectifs qu'on s'était donnés, je pense que c'est pas pire. Il reste qu'on apprend vite qu'il y a des choses que tu les as planifiées plus vite que c'est réaliste de le faire. Plus tard, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut dire qu'on avait sous-estimé certaines difficultés, puis ça fait partie de l'apprentissage. Les apprentissages. Mais c'est... Oui, je pense que c'est bien. L'autre chose qu'on a faite qui est peut-être plus... En tout cas, qui a été plus importante pour cette année, c'est de surtout se donner des temps réguliers pour se parler. À l'intérieur du cabinet, on a une réunion tous les matins, puis on essaie de se donner des rythmes pour ne pas l'échapper, pour pas que chacun parte avec ses interprétations des événements, essayer de se synchroniser un peu fréquemment. Pas pour avoir tous la même vision des choses, mais pour avoir une interprétation partagée de ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qui est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui en est une moins bonne, qu'est-ce qui est un défi, qu'est-ce qui est anecdotique, quelle critique
mérite qu'on y porte attention, puis quelle critique peut être mise de côté, parce que c'est juste une distraction. C'est tout important. Donc, il y a tout le temps cette nécessité-là de ce que je comprends. Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans le propos sur lesquelles j'aimerais revenir. Premièrement, il y a toujours ce travail-là à deux vitesses, entre, puis peut-être il y en a plusieurs, des niveaux, mais entre justement les projets à long terme, la vision, mais aussi cette capacité-là à affronter et à apprivoiser le quotidien qui en est un absolument incroyable. Puis ça, en tant que tel, puis c'est mon deuxième point, c'est un apprentissage qui aurait été difficile. Est-ce que tu l'avais vu venir, cette notion-là, aussi fort? À savoir que... Fort. Non, hein? Non. Je le savais, il n'y avait pas de surprise complète, mais le défi que c'est de survivre au quotidien pour aspirer à faire des choses à long terme, le défi était plus grand que je pensais. L'autre défi qui est super important, puis là, les gens qui ont travaillé avec moi peuvent témoigner, je pense, de l'importance puis qu'il n'y a pas de nouvelle là, c'est, moi, j'ai toujours été convaincu, et je le suis encore plus, que pour réaliser des grandes choses, il faut pouvoir mobiliser. On ne fait pas grand-chose par nous-mêmes. On réussit des choses quand on réussit à mobiliser, puis à engager, puis à faire adhérer des gens à nos idées. Puis la condition pour que cette magie-là se passe, c'est qu'on ait du plaisir à le faire. Mm-hmm. Fait qu'une autre, je pense, grande tâche qu'on a dû apprivoiser, avec tous des gens différents qui ont été élus. C'est pas une équipe qu'on construit, c'est tous des gens qui ont été élus, qui ont des profils différents, qui arrivent, qui ont des défis personnels, familiaux, à apprivoiser le rôle d'élu puis de membre de cabinet. Bien, s'assurer que tout ça se passe dans le plaisir, qu'on ait du fun, qu'on entende rire sur l'étage de l'hôtel de ville, parce que le rire, c'est une des façons de communiquer avec les gens puis de faire adhérer, puis que les gens voient qu'on a du plaisir. Ça aussi, c'est un défi à travers le quotidien fou dans lequel on est. Il faut prendre des temps, il faut réclamer des temps. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un rôle qui est important. Il y a souvent des gens qui s'étonnent quand ils arrivent à l'hôtel de ville en disant « Ouais, mais d'habitude, un cabinet politique et tout, c'est tendu, il y a de l'autorité, il y a des tensions. » En tout cas, on a mis beaucoup d'énergie à ce que ce ne soit pas le cas. Hein? Je pense que c'est une question de valeur et de conviction que ça fait partie des ingrédients à réunir si on veut opérer des grandes transformations. Est-ce que comme force minoritaire élue, vous auriez eu un bilan aussi satisfaisant si ça n'avait pas été fait dans le plaisir? Je pense pas, mais je pense que ça n'aurait pas été différent si on avait été majoritaire. Je pense que c'est vraiment... En fait, mon point, c'est est-ce que le plaisir est un facteur de succès pour maintenir sûrement. Une force minoritaire? Sûrement. Oui, absolument. Je comprends que vous ne l'avez pas fait pour ça. On peut encore moins se permettre... C'est une approche authentique, c'est pas une approche stratégique là, de dire... C'est sûr qu'on peut encore moins se permettre des divisions, puis des chicanes, puis des tensions. On a besoin de réunir toutes nos forces tout le temps. Ouais. On a besoin de s'assurer de la solidarité de tout le monde. Puis quand il y a des moments difficiles pour quelqu'un, il faut qu'il y ait une solidarité, puis il faut qu'on réussisse à le surmonter, puis à en rire par la suite. Fait que oui, mais ça, moi, je pense qu'il faut qu'on maintienne ça pendant des années. La première fois que tu as traversé la porte de l'hôtel de ville à titre de directeur de cabinet du maire de la ville de Québec, comment tu t'es senti? Privilégié. 15 novembre, je suis rentré dans les premiers à l'hôtel de ville. C'est moi qui ai allumé la lumière de l'étage. Je me suis dit, ouf, quelle aventure commence en allumant cette lumière-là. Et puis, je me dis la même chose à chaque matin. Ah oui? À chaque matin que je monte les marches de l'hôtel de ville, je me dis quel privilège d'être ici, puis quelle responsabilité aussi, puis il faut donner le meilleur de soi-même tous les jours. Puis ça peut avoir l'air d'un cliché de dire ça, mais la réalité, c'est que le rythme qui nous est imposé, mais qu'on s'impose aussi, parce qu'on ne fait pas grand-chose dans les demi-mesures. On veut faire beaucoup de choses. On sait que le temps est compté. Il y a déjà 25 % du mandat qui est fait. Bien, on veut profiter de chaque journée. Fait que chaque jour, je me répète la même chose. Quelle place va prendre même concrètement, là, dans la tarte de temps allouée, la réélection dans 4 ans? C'est toi qui viens de l'évoquer. Là. Tu viens de parler qu'il y avait déjà un 25 % de passé. De ce qui est fait. Je comprends, mais là, si on pense... pense pas... Il va y avoir une 4e année qui va être une année électorale. Oui. On y pense pas.
le maire nous rappelle sans arrêt qu'il souhaite qu'on en parle, pas qu'on n'en parle pas, qu'on n'y pense pas. Non, je sais, ouais. Puis il répète, il y a plein de gens qui pensent que c'est de la com, que c'est une stratégie, que c'est une marque qu'on veut se donner. C'est sincère dans nos démarches. On ne veut pas commencer à calculer ce qu'on fait en se demandant quel impact ça va avoir la 4e année. Ça fait qu'on avance. On ne veut pas que ça nous détourne. On sait qu'il y a énormément de gestes courageux qui sont à poser. Cette année, on a appris nos dossiers, on a appris comment travailler ensemble, comment travailler avec les autres élus. On parle toujours d'opposition, mais c'est un peu le jeu politique qui veut que ce soit comme ça. Mais il y a quand même 22 élus au conseil municipal qui veulent faire avancer la ville, puis que sur 90% des sujets sont globalement assez d'accord. Fait que moi, je suis convaincu qu'on travaille à 22 personnes à faire avancer la ville, puis parfois on a des accords ou des désaccords plus marqués. Mais on veut pouvoir faire ça le plus longtemps possible jusqu'à l'élection. Un jour, le jeu électoral va nous rattraper. On passera à travers, ça sera une occasion de débat, de remettre des choses en question, mais le plus tard possible. J'aimerais qu'on parle de ta relation avec Québec, ton amour de Québec. Est-ce qu'il y en a une, premièrement? Comment tu l'exprimerais, ta relation avec la ville? Tantôt, on était ensemble, là, on a passé où les portes, puis j'étais un peu... Je sais pas pourquoi ça m'a marqué quand ils sont en train de refaire le mur de la fortification, puis tu as dit « Hey, ils ont détruit le mur! » En passant, tu as dit ça, tu sais, puis c'est ça que ça l'a évoqué en moi. Je me suis dit, crème, il connaît sa ville, il voit les changements, il voit les différences. La fortification de Québec, c'est dans son ADN. C'est quoi ta relation avec Québec? Tu sais, moi, j'ai réalisé dans la dernière année qu'un de mes livres préférés quand j'étais petit, là, c'était un livre, je me souviens plus du titre, mais c'est un classique, un grand livre. Puis quand tu ouvrais les pages, mettons, tu avais une page, là, c'était la ville coupée en deux. Puis là, tu voyais les tuyaux d'égout, puis d'aqueduc, puis tu voyais les grues. C'est comme une ville vue par la tranche. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression de voir la ville. Comme un jeu de SimCity. De voir la ville aujourd'hui. Ben oui, c'est un peu ça. Puis là, tu vois, puis tu devines les... Puis quand tu roules, tu vois les projets que tu sais qui s'en viennent ou qui ont été autorisés dans le passé. Cela dit, pour remonter en arrière, ma relation avec la ville, moi, je suis né à Rimouski, je suis arrivé à... C'est ça, t'es pas natif. Québec. Ben là, je suis arrivé non. Je suis arrivé à Québec à 4 ans. Et puis, j'y ai toujours vécu, sauf les 3 ans où j'ai vécu à Paris, qui est une excellente expérience pour découvrir pourquoi Québec est un milieu extraordinaire d'aller vivre un peu à l'étranger. C'est parfait, je le souhaite à tout le monde. Mais moi, je suis profondément convaincu du potentiel de la ville. Puis d'ailleurs, dans les différents événements auxquels tu as fait référence, où je suis allé faire des conférences au moment où participer à des séances de remue-ménage puis de projection sur l'avenir de la ville, moi, j'ai toujours été sur l'angle de comment on peut développer Québec. J'ai travaillé sur l'idée de faire de Québec une cité éducative il y a 20 quelques années. Aujourd'hui, on parle de Québec puis de plein de villes du monde comme des villes apprenantes. Moi, ça me parle beaucoup. À un moment donné, autour de 2008, on parlait que Québec était une ville de rêve au singulier. Moi, je plaidais que non, il fallait que Québec soit une ville de rêve au pluriel. Il fallait que tout le monde en ville puisse trouver à Québec un environnement propice à réaliser ses rêves, qu'ils soient communs ou qu'ils soient individuels. Puis je crois beaucoup dans le potentiel de cette ville-là, d'offrir des potentialités à tout le monde. Est-ce que je me trompe ou ta vision de la ville, telle que tu l'aimes et que tu la rêves, est plus axée sur l'avenir, sur le futur qu'elle peut offrir que sur son histoire et... Ben, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est parce qu'elle a cette histoire-là qu'elle offre ce potentiel-là, qu'elle a pris cette forme-là, puis qu'elle offre plein de variétés. Et moi, une des choses qui m'a beaucoup rejoint dans le discours de Bruno Marchand, qui est devenu maire il y a 1 an, puis de l'équipe qui était là, c'était la conviction qu'on devait assumer, finalement, peut-être 20 ans plus tard, que la Ville de Québec, c'est un vaste tissu, puis que le but, c'est pas d'en faire la vie du centre-ville à la grandeur, mais qu'il fallait, au contraire, multiplier, qu'il y a des lieux
différents, puis qu'on valorise chaque section de la ville pour l'expérience de vie qu'elle a à offrir, puis qu'il y a des âges où tu veux vivre dans un environnement, puis tu veux vivre plus dans un profil de banlieue ou plus au centre-ville, puis que c'est pas l'uniformité qu'il faut cultiver, c'est la diversité, puis que chaque milieu soit riche, puis que n'importe qui arrive à Québec puisse dire, moi, à l'époque où j'en suis dans ma vie, avec ou sans enfants, j'aime ça. Je vais trouver un endroit où ça va être possible de réaliser mes rêves. Comme si chaque quartier devait pouvoir venir répondre à un moment de vie. Exact. Puis finalement, quand tu regardes ça, c'est vraiment ça. Hein? En tout cas, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je réfléchis ton propos en fonction de mon propre vécu. Puis tu as raison, c'était exactement ça. J'ai pas vécu la basse-ville, la haute-ville, la banlieue de la même façon et pour les mêmes raisons ou à la même époque. C'était tout le temps en fonction des moments de vie. C'est intéressant de le penser comme ça. Donc, il y aurait quelque chose à faire au-dessus de la 41e rue, c'est ce que je comprends. Ah, c'est sûr et certain. Il faut faire quelque chose partout, même ici à Charlebourg. Même à Charlebourg. Écoute, t'es un individu brillant, en fait, on le comprend là, à travers tout ce que j'ai amené comme propos, puis je t'oblige pas à te prononcer là-dessus. Crois-moi, c'est des paroles que j'assume de moi-même, puis je pense que tous tes amis se joignent à moi pour l'amener. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu brillant comme toi, appelé justement à briller au firmament mondial, hein? T'aurais pu, ben oui, a choisi de rester à Québec puis de vivre en français. Pourquoi t'es pas à Los Angeles, t'es pas en Californie, à Cupertino, je sais pas moi, Moi, je vois pas d'endroit où je serais plus libre qu'ici. On va revenir à ça. On revient à la liberté? Ben oui, je peux pas imaginer d'endroit où je vais être plus libre. À Québec, on a quand même une chance incroyable. Là. On a beau se plaindre du trafic ou autre par rapport à ce que d'autres grandes villes vivent. On travaille, je peux travailler très longtemps. Je suis chez nous peu de temps après. On veut aller en nature, on veut rencontrer des gens. Je veux dire, franchement, je vois pas pourquoi. J'ai adoré les années à Paris, mais la vie quotidienne, puis là, c'était une autre époque, j'avais des jeunes enfants à l'époque, n'était pas plus simple. Chacun trouve son endroit. Pour moi, très, très bien ici. Je vais revenir sur la job de directeur de cabinet. On dit directeur de cabinet du maire de Québec. C'est quoi la job exactement? Ben, parce que tu as dit, j'ai eu à la définir. Excuse-moi, je vais compléter ma question parce que tu dis, puis ça, en plus, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. C'est vrai. Quand tu y penses, il n'y a pas de livre qui arrive avec. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas un livre sur ton bureau qui disait brief ou ben peut-être, là, mais pour ce qui est des dossiers, mais tu n'avais pas comment. Non, on a traversé 2 semaines de chaos d'abord. de vrai chaos. Et puis après ça, il y a les choses se sont organisées un peu. Il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a des gens d'expérience qui sont revenus parce qu'ils ont vu qu'on avait du plaisir, qui sont revenus prêter main forte, qui ont structuré un petit peu les affaires. Puis après ça, on a apprivoisé un peu. On a essayé de définir ce qu'on avait besoin, mais il y a eu plein de choses à apprivoiser dans nos relations avec le cabinet, avec les élus, avec l'administration municipale. Puis je pense qu'on n'a pas fini de définir ce rôle-là. Moi, j'apprends encore un peu tous les jours. Cette semaine encore, j'ai appris des façons, des rôles qui étaient attendus de moi, que j'aurais pas osé faire il y a 6 mois, puis que j'ai... Bon, mais regarde, allons-y dans cet angle-là. Ma question, ça aurait dû être justement par rapport à ça. C'est pas c'est quoi la job de directeur de cabinet, c'est quoi la job de directeur de cabinet que tu as modelé? Ben moi, la façon de le résumer le plus simple, c'est... mon rôle, c'est de s'assurer que tout le monde dans l'entourage du maire a une vision commune, partagée, d'où on s'en va, puis que on travaille ensemble à faire avancer les choses sur le leadership du maire. Fait que des fois, on s'engage dans une voie, tout le monde est consensuel. Le rôle, c'est de souffler dans la voile pour qu'on y aille plus vite. Des fois, l'adhésion, même au sein de l'équipe, n'est pas immédiate. C'est de travailler à ce que la cohésion apparaisse, prenne forme, qu'on soit capable d'avancer. Des fois, c'est de régler des différends. Puis après ça, ben, c'est réunir les conditions pour qu'on réussisse à mobiliser plus large que nos seules ressources à nous autres, parce que c'est pas à 7 élus ou à 10 élus ou même les 22 élus ensemble qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit si on n'est pas capable de mobiliser les citoyens pour avancer. Donc,
Fait que c'est un rôle de... Mettons que c'est un rôle je dirais, de chef d'orchestre. Donc, tout ton passé en éducation c'est sûr. T'aide énormément là-dedans. C'est sûr. Ça ressemble à quoi une journée? Maintenant, là, on va plonger. Là. Si tu avais à me donner une journée type, est-ce que ça existe, premièrement? Ça existe-tu une journée type dans la vie du chef de cabinet? Et si oui, ben ça ressemble à quoi? Ben, une journée type... Tu marches ta ville, toi, premièrement. Hein? Oui, ben moi, je covoiture puis je marche. Oui, quand il fait beau, j'imagine. Oui, c'est ça. Écoute, le réveil très tôt, revue de presse. On parle de quoi? 5 heures. Oui, c'est pas précis. Donne-nous un parcours. Oui, 5 heures, lecture des journaux, survol un petit peu de ce qui s'est passé, des courriels. Les journaux, ça se fait avec une tablette ou ça se fait en papier? Oui, tablette, téléphone. OK. Selon le temps que ça prend pour sortir du lit. Et puis, c'est ça, quelques réponses à des courriels. Souvent, un petit échange avec le maire, soit par SMS, soit par téléphone, très tôt, pour aligner la journée un peu. Puis après ça, essayer de mettre de l'ordre un petit peu dans la liste des choses à faire. Se faire une liste qui va rarement être suivie. Un petit plan de match de journée qui va rarement être suivi, mais il en faut un pareil. Mm-hmm. Au pire, elle est là pour le lendemain. Exact. Ensuite de ça, arriver à l'hôtel de ville, entre 7h30, 8h. Toujours une réunion avec l'équipe de direction du cabinet à 8h10. Là, tu as déjeuné. Tu as déjeuné au resto, tu as déjeuné à la maison? Non, à la maison. À la maison? Oui. Après ça, cabinet, l'équipe du cabinet vers 8h30. Puis après tout le monde est là, les élus sont tous là. Le cabinet seulement, tous les matins, c'est seulement la direction du cabinet à 8h10 avec le maire. Puis après ça, le cabinet en entier. OK, le caucus, non, c'est ça. Le caucus. Fais-nous la distinction pour. Le cabinet, c'est vraiment l'équipe immédiate là, du cabinet du maire. Donc là, c'est des gens qui sont engagés pour travailler avec les élus, avec le maire, avec moi pour encadrer tout ça. Okay. Qui font les relais avec l'administration, qui participent avec les élus aux réunions. C'est tout, si on veut, l'équipe de soutien de l'ensemble du maire et de l'ensemble des élus. Donc ça, eux autres, chaque jour, une réunion pour partir la journée. Brief. Oui, s'assurer qu'on fait la même lecture de ce qu'il y a dans les grands événements de la journée, les articles de journaux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui Qui parle le plus dans un atelier comme ça? Ben, c'est moi qui donne le ton, puis après ça, on fait un tour de table. T'écoutes. Oui, c'est un mélange des deux. Mais l'objectif, c'est surtout de s'assurer qu'on part la journée, tout le monde avec la même information. Même état d'esprit, puis le même rapport avec ce qui se passe dans la journée. On réveille, ça va être quoi les annonces de la journée, les annonces des prochains jours. Puis après ça, on part dans une série de réunions. Il va en avoir plusieurs, puis ça va être entrecoupé de plusieurs imprévus, des appels, des interventions. Moi, j'interviens surtout quand il y a des choses un peu à démêler, des décisions à valider. Quand des questions devraient être posées au maire, mais qui n'est pas disponible maintenant, c'est moi qui va les prendre pour les répéter plus tard. Puis là, on va rouler comme ça jusqu'à 6 heures. 18h. 18h. Il n'y a pas de dîner là-dedans. C'est assez rare. Ah ouais, hein? C'est assez rare. Ou ça va être un lunch à mon bureau. OK. Mais c'est assez rare que je sors. Moi, normalement, là, 7h30, je rentre à l'hôtel de ville, j'en ressors à 7h30. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à te parler, genre des lobbyistes, des gens d'affaires, des rêveurs, des gens qui ont des projets, qui se disent « Hey, si j'en parle au chef de cabinet, j'imagine qu'il y a tout un aspect légal, là. Tu comprends que c'est pas là que je veux aller, mais quand même, est-ce que c'est un travail qui te demande à rencontrer beaucoup de monde? Je pense que ça va évoluer au fil des 4 ans. Cette année, on s'est plus concentré sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur bâtir des bases fortes dans l'équipe, établir des contacts avec des acteurs clés de la région. Fait qu'on a été moins en réponse à des sollicitations. Il y en a eu, il y a des rencontres, effectivement, c'est encadré par la loi sur le lobbying, puis surtout, tout le monde est formé là-dessus. Puis des fois, il y en a des rencontres qui sont auprès des élus, puis il y a des membres du cabinet qui y vont. Tout ça se fait selon les règles de l'art, mais c'est pas ce qui m'accapare le plus. Ça risque d'évoluer au fil des ans, c'est correct, mais cette année, c'était pas ça l'angle principal. Donc, 18h. On s'en va jusqu'à 18h comme ça. Avec un peu de chance, à partir de 18h, ça ralentit un peu. Puis là, je peux plus mettre de l'ordre dans mes affaires. Reprendre ma liste du matin. Voir qu'est-ce que tu reportes? Où j'en suis, qu'est-ce que je reporte, qu'est-ce qui s'est réglé sans moi, puis qu'est-ce qu'il faut absolument que je règle là. Puis vers 7h30, des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après. Les dernières urgences entre 18h et 19h. C'est ça. Là, je ferme, puis je retourne à la maison.
puis je vais refaire souvent une petite demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller se coucher, mais après ça, ça tombe assez vite, puis après ça, on recommence le lendemain. Quand tu dis ça tombe assez vite, c'est toi au combat. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est juste de répondre à quelques affaires, finir 2-3 appels, puis après ça se termine. Mais sans blague, chaque jour, ça se termine, puis je dis, quel rythme aujourd'hui encore. Mais, comment on fait pour j'ai le sourire toujours. J'ai le sourire toujours. Est-ce que, puis là, je veux veux pas, si je suis trop intrusif, tu me le dis, mais c'est parce que t'es pas tout seul là-dedans. C'est une game qui se joue en famille aussi. Là, bon, tes enfants sont grands et les enfants sont ils ont autre chose à faire que ma conjointe s'inquiéter de toi, mais ta conjointe qui est là, qui est présente, qui a accès à toi quelques heures. Non, mais ma conjointe a aussi un boulot exigeant, puis on a la chance qu'on covoiture matin et soir. Fait que quand je dis ça, c'est pas parce que c'est les moments privilégiés dans l'auto entre chez nous puis sinon, c'est plus que ça nous permet le matin de se parler de notre journée qui s'en vient, puis au retour de débriefer la journée, puis quand on arrive à la maison, on est dans d'autres choses, puis on peut souper, puis on peut faire autre chose, puis la fin de semaine, on essaye de rester un petit peu plus en dehors de ça. Sauf le samedi. C'est un défi. Le samedi, le matin, il faut faire le bilan de la semaine. Pas de recul. C'est ça. Mais le privilège de tout ça, puis ce qui est le vrai carburant, c'est la chance de travailler sur des dossiers qu'on est convaincu qu'ils vont faire une différence pour beaucoup de monde dans la ville, puis c'est de le faire avec un groupe d'élus extraordinaire. Ton amour pour l'engagement, ton désir d'agir. C'est que moi, globalement, je fais très peu de choses dans ça. Je coordonne, je minimise pas le rôle, mais la réalité, c'est que c'est ce groupe d'élus-là, c'est là pour rendre ça fluide pour eux. Oui, puis l'objectif, c'est qu'eux autres puissent faire leur travail. Puis là, on a on est-tu rendu à 6? Non, c'est ça, 5 hommes, 5 femmes qui sont là puis qui travaillent tous les jours, qui ont une détermination extraordinaire, une aisance fantastique, qui vont au front, qui dans plusieurs cas, ont des jeunes enfants puis composent avec ça. C'est tous des gens extraordinairement inspirants. Je ne peux pas arriver chez nous le soir puis pas m'émerveiller de la chance de coordonner tout ce beau monde-là. Tu dois te sentir une responsabilité envers eux aussi. C'est sûr. Parce que tout le monde, c'est une équipe où tout le monde se donne à 100%. Oui, mais ça marche. Pour que tout le monde se donne à 100%, il faut que tout le monde sache que tout le monde est solidaire et se donne à 100%. Puis ça ne veut pas dire que c'est toujours magique, là. Et tout le monde a vécu une période difficile dans la dernière année. Mais tout le monde s'en est remis parce que les autres étaient là. Tu as donné... tu donnes un peu ta recette. C'est généreux, c'est candide, peut-être. Qu'est-ce qu'un ancien directeur de cabinet qui est en train d'écouter le balado pense en t'entendant? Probablement qu'il pense que je pourrais pas faire ça comme ça 4 ans. Écoute, oui, il y a quelque chose. J'assume complètement le candide que tu évoques. Ça fait-tu partie des valeurs qu'on énonçait tantôt, d'ailleurs? Ben moi, je pense pas que... Moi, je pourrais pas le faire autrement. Moi, je suis... c'est drôle, parce que dans la dernière année, il y a eu 2-3 occasions où on a eu, avec des élus à travers différents événements, de parler du rapport à l'autorité. Oui. Parce que c'est impressionnant quand on arrive dans une ville de réaliser l'autorité que détient un maire. J'ai jamais vu ça. Un maire dans une ville, c'est perçu un peu comme un roi dans son royaume. C'est pas nécessairement le souhait du maire, mais le système est fait. C'est le premier magistrat. Puis normalement, ça descend comme ça dans la machine. Puis ça nous a questionné beaucoup. Parce que nous autres, comme équipe, on fait le souhait que ce soit moins comme ça. On essaye que les élus soient plus visibles, soient plus exposés, que les gens les voient davantage, qu'ils aient un rôle plus actif. Puis c'est une bataille de tous les jours. Dans tout ça, moi, les questionnements que ça m'a amené, puis ça a pris du temps, plusieurs mois, à réaliser l'autorité qu'un directeur de cabinet a. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très autoritaire.
Mais ça a amené des réflexions sur c'est quoi l'autorité. Mon autorité, c'est quoi la pratique de vient l'autorité? de où? Puis moi, c'est clair, Mais après attends, un an. Mais pour moi, c'est juste pour finir là-dessus. Oui, ce qui est clair pour moi, c'est que rester. l'autorité que j'ai comme directeur de cabinet, pour moi, elle vient, ma légitimité, elle vient des gens auprès de qui j'exerce mon rôle. Si les élus auprès de qui Adhésion. j'exerce mon rôle ne me reconnaissent pas la légitimité de jouer mon rôle, je ne peux pas le faire. Il faut qu'il adhère. Il faut qu'il y ait une adhésion. Il faut qu'ils me reconnaissent la responsabilité puis le droit de jouer mon rôle avec eux autres. Puis, alors que je pense que la majorité, je peux me tromper, la majorité des chefs de cabinet ou le chef de cabinet imaginaire que tu me dis qui m'écoute, je pense, dirait non, l'autorité, elle devient du maire. Elle s'impose. Elle descend, elle s'impose. Moi, je pense pas. Moi, c'est pas comme ça que je veux le faire. Moi, mon autorité, elle me vient des gens auprès de qui j'exerce mon rôle. Elle ne me vient pas du maire. Évidemment, je ne pourrais pas la faire si le maire ne me l'accordait pas. Mais c'est pas suffisant que le maire me l'accorde. Fait que il suffit pas d'avoir une voix grave, bien modulée, un peu comme Dieu qui... Non, puis encore moins de donner un coup de poing sur la table puis de claquer à la porte. Mais on caricature. Non, mais... probablement que ça peut se faire comme ça aussi. Probablement que ça s'est déjà fait comme ça aussi. Oui, mais moi, j'espère que le jour où j'en viendrai à exercer mon rôle de cette façon-là, quelqu'un me tapera sur l'épaule pour me dire « T'étais mieux dans d'autres choses. » Je veux juste, petite anecdote, là, c'est que j'étais allé chercher de la bière pendant que tu répondais à la question, puis en fait, je pensais que c'était de la bière. C'est un cocktail artisanal à la vodka, fait qu'on a vraiment ceux qui sont à la vidéo, vous l'avez vu, ma face, là. J'étais sûr que je prenais une gorgée de bière, je me suis demandé c'était quoi en tabarnouche. Mais c'est bon, santé. Quand tu penses pas que c'est de la bière. Ouais. Mais ça a été une dimension intéressante de la dernière année, ces questionnements-là sur quelle autorité, puis à un moment, quand tu es détenteur d'une autorité, tu as aussi la responsabilité de l'exercer. Fait que, à un moment donné, il faut que tu tranches, puis tu apprennes la décision, puis tu avances. C'est ça, il y a une responsabilité aussi là-dedans. L'idée, c'est pas un des... Tu peux pas te défausser sur les autres. Ultimement, tu as une responsabilité à tenir. Exact. C'est ça. Tu peux pas être absent, puis tu peux pas l'ignorer, ou tu peux pas... C'est une façon différente de l'opérer, tout simplement. Mais ça amène à un autre des défis qui a été fascinant dans l'année, à apprivoiser comme équipe. Autant pour, à plus forte raison pour les élus, c'est ils ont tous eu des occasions de réaliser que là où ils pouvaient penser qu'il y avait une position facile à tenir dans un dossier, que c'était plus compliqué que ça. Ouais. Une fois que tu prends en considération tous les tenants et les aboutissants, puis qu'à la fin, il faut que tu en prennes une décision, elle ne pourra pas plaire à tout le monde. Comment tu fais pour vivre avec ça, puis pour l'exprimer? Là, on est beaucoup sur l'idée que une des pistes, c'est de traiter les gens avec intelligence puis d'expliquer les choix qu'on avait. D'expliquer qu'on aurait pu faire A, qu'on aurait pu faire B, qu'on aurait pu faire C. Puis on a choisi B, malgré les inconvénients, parce que. Puis je suis plus convaincu que jamais, après un an, qu'un des mots les plus importants en politique, puis pour faire avancer une société, c'est « parce que ». Puis que souvent, on échoue parce qu'on veut faire l'économie d'expliquer pourquoi on prend une décision. Puis on dit que parce qu'on l'a pris, les gens vont la suivre. Non, il faut expliquer. Je trouve ça intéressant parce qu'on a souvent eu, dans d'autres contextes, des discussions sur les médias. Puis, on a souvent le constat, lorsqu'on parle des médias, puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais j'ai déjà entendu quand même aller dans ce sens-là, à savoir que faut connaître, avoir une bonne compréhension du fonctionnement des médias si on veut s'en sortir. Vrai. Sur le territoire médiatique, quand on est un élu ou on a un poste public comme celui-là. Ce que tu es en train de me dire, puis on peut convenir qu'il est de plus en plus rare d'avoir des espaces médiatiques où le parce que nous laisse des espaces, tout simplement, où le parce que peut se déployer. Je parle drôlement, mais tout le monde comprend. C'est difficile. On est beaucoup dans l'univers de la clip. Dans des nouvelles vont vite. C'est des petites séquences. Donc, dans un contexte où l'univers médiatique ne nous le permet pas toujours, comment tu fais pour juste prendre le... En fait, c'est étonnant, premièrement, que tu paries sur le parce que, et comment tu fais pour gagner ton pari dans ce contexte-là? Alors, encore une fois, après un an, parce que ça pourra évoluer. Aujourd'hui, je pense que l'idée de se battre avec les médias quotidiens,
pour faire passer le parce que, c'est un peu une illusion. En tout cas, on n'a pas trouvé le truc. Le rythme, l'univers du clip, pour reprendre ce que tu disais, puis le fait qu'une nouvelle en écrase une autre à l'intérieur même d'une journée, ça rend ça très difficile. Par contre, la vie politique ne se limite pas à ça. Ça, c'est le bout, c'est la pointe évidente de l'iceberg, c'est le rôle du maire devant les médias tous les jours, ainsi de suite. Mm-hmm. Puis on ne peut pas faire autrement. Par contre, les 9 autres élus font un travail de fond dans leur district, dans leurs responsabilités. Il y a 500 activités de consultation, d'interaction citoyenne par année à la Ville de Québec. Plusieurs par soir, des conseils de quartier, des présences de consultation, des rencontres d'organismes. Ça, c'est un endroit où le parce que peut vivre, puis il y a un intérêt à se déployer, puis il y a un temps, un rythme qui permet de le faire. Fait que, moi, je fais l'hypothèse, souhait. Peut-être est-ce naïf. J'entends le chef de cabinet imaginaire que tu m'as mis sur l'épaule tantôt. Je pense, au moment où on se parle... Il va rester là un petit moment, hein, lui. Oui. Il va être encore là demain et après-demain. On va lui donner un nom avant la fin. Et, non, mais je pense que c'est ça qu'il faut apprivoiser. Puis pour faire une comparaison avec la politique à l'Assemblée nationale, on parle toujours des points de presse quotidiens et de la période des questions. Ouais. Mais il y a une grosse partie du travail qui se fait dans les commissions parlementaires puis qui se fait dans les bureaux de circonscription. Fait que, misons là-dessus, mais c'est moins visible. Je trouve ça intéressant. Encore faut-il que tu motives ton équipe, tu sollicites ton équipe, que tu la stimules. Absolument. Parce que si c'est un one-man show, ben c'est plus possible. Là, tu adoptes l'univers de la clip. T'as pas le choix. C'est juste ça qui tourne. C'est ça, mais il faut réussir à gérer les deux. Ah oui, c'est le choix que vous avez fait. On ne peut pas non plus se priver de la dimension très visible et tout. Puis l'autre élément, c'est même le travail du maire a plusieurs facettes. Le maire, dans ses interactions avec le public à travers les médias, c'est une chose. Le travail de leadership du maire dans les rencontres qu'on a avec l'administration pour donner des orientations, pour imposer un rythme, c'est autre chose. Puis je me souviendrai toujours que dans les premières rencontres qu'on avait avec les fonctionnaires, ben on avait, comme quand un ministre arrive, toutes sortes de présentations sur les différents aspects de la ville, les différents projets qui étaient sur la table. Puis le maire a passé plusieurs semaines à dire... Il manque une diapo au début de la présentation. Pourquoi? Il faut que vous m'expliquiez pourquoi on fait ça. Mm-hmm. Il faut que vous m'expliquiez pourquoi on a choisi telle option. Puis ça, c'est devenu une habitude, puis bon, il faut le rappeler progressivement, mais la question du pourquoi, elle n'est pas que dans l'espace public, elle est aussi dans les interactions avec les gens qui le font. Parce que là, j'ai parlé depuis tantôt beaucoup du maire, des élus, du cabinet, mais on ne pourrait rien faire à la ville sans les 5000 personnes, ou presque, qui y travaillent tout le temps. Fait que ça, c'est aussi un apprentissage à faire de... on est tous un petit maillon, on a chacun un rôle à jouer, puis à la fin, il y a 5000 ou presque employés, puis quelques centaines de milliers de citoyens qui apportent aussi leur contribution. Qu'est-ce qui constitue une satisfaction dans ton travail? Ah ben écoute, il y en a plusieurs. Laquelle, si j'ai à répondre à une... Elle peut être une précise. En fait, oui, je vais te laisser répondre. Mais qu'est-ce qui est satisfaisant? Je ne pensais pas nécessairement à un dossier, là, tu sais, à une réussite ou... Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir le travail. Imagine que là... Oui, il y a tes pairs en ce moment qui te jugent, mais il y a aussi tous les jeunes qui veulent devenir directeurs de cabinet. Quel genre de satisfaction ils vont aller tirer de ce travail-là? Moi, c'est de voir... je dirais, c'est de voir des élus prendre des risques, parce que prendre des décisions, les assumer, aller les expliquer, aller en point de presse, les annoncer, vivre avec les critiques, puis revenir à leur bureau après tous les efforts qu'il a fallu faire d'arbitrage, de délibération, de choix, de préparation, de rencontre des gens,
de se prendre les baffes puis de revenir avec le sourire en disant on a fait le bon choix, on a été courageux, puis on est prêt à passer à l'étape d'après. Ça, c'est les meilleures satisfactions. Donc, un travail d'empouvoirment. Oui, c'est clairement ça. Ouais. Les Anglais auraient dit empowerment. Quand on réussit à le faire avec des projets qui mobilisent plus d'un ou d'une élu sur des dossiers compliqués de mobilité qui impliquent des aménagements dans les quartiers, qui impliquent ça, c'est encore plus le fun. Fait que mais c'est vraiment la dimension, on va y revenir encore, c'est la dimension travail d'équipe, puis c'est la dimension on gagne ensemble, puis on traverse les difficultés ensemble. C'est du leadership. Ouais, c'est une façon d'exercer le leadership. Puis quand on a réussi à trouver un chemin, ça dans mes satisfactions plus personnelles, là, quand devant un dossier compliqué, on réussit à trouver un chemin qui était peut-être imprévisible, puis qui tout à coup montre que peut-être qu'on pourrait prendre ça sous cet angle-là, puis qu'on y va, puis que ça marche. Oui, ou une forme si on réussit à avoir la clairvoyance de trouver une piste, un angle de communication qui va marcher mieux. Ben, c'est ce que j'appelle l'audace. Et que les gens adhèrent, ça, c'est satisfaisant. Exact, parce que, en fait, je dis exact, je me permets, moi, de rallier des gens qui étaient opposés, puis qui, après un bout de temps, finissent par dire OK, j'étais pas d'accord, mais c'est bon, je suis prêt à travailler avec vous autres quand même. Ça, c'est fantastique. Courage. Éviter la polarisation, ramener les gens proches, les faire travailler dans le désaccord, ça, c'est extrêmement satisfaisant. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Non, en politique, c'est sûr que ça demande du courage. Excuse-moi, j'ai eu l'impression que tu hésitais. Pour moi, ça me semble évident. Mais c'est pas moi qui ai le courage. Là. Moi, je suis facile. Je suis dans mon bureau, je suis caché, personne ne me connaît. Ben, ceux qui sont devant une caméra tous les jours, eux autres ont du courage. Puis ça, je pense que c'est un des éléments qui est un facteur de succès dans ton approche. Ce que tu viens de dire là. Tu ne gardes pas de vue que ceux qui face, pour parler en bon québécois. C'est eux autres qui ont du courage. Ça demande un courage supplémentaire. Mais il reste une chose, c'est que puis ça va beaucoup avec tu as parlé tantôt de votre chum de valeur. Moi, j'essayais de rattacher ça à du courage, à de l'audace. Il y en a. Parce qu'on la sent, la façon, j'allais dire, nouvelle. C'est une approche nouvelle qu'on constate. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment, en ce moment, c'est ce qui est porteur de l'équipe Marchand. C'est ce vent de fraîcheur-là qui, justement, commence tous les points avec pourquoi on le fait. Et qui a l'audace, le courage plutôt, de parler à notre intelligence, à l'intelligence des gens. Prend des risques quand on sait qu'ils savent très bien que ça ne sera pas nécessairement populaire. Puis là, je suis pas en train de faire je suis pas en train d'essayer c'est pas en train de flagorner. Là. C'est vraiment moi qui l'assume et qui le dit. Là. C'est pas toi qui as pris rien, mais je pense que je suis pas à côté de la traque à date jusqu'à maintenant. Donc, prends des risques. Puis là, je vais ajouter ta notion d'empowerment de tantôt, d'empouvoirment. Je pense qu'on vient d'encapsuler un peu les facteurs de succès de ce que l'on considère comme frais et nouveau quand on pense à l'équipe Marchand, non? Mais il y a un élément qui manque, je pense, dans ta description. C'est aussi parce que la composition du groupe est inhabituelle. Ah oui, en quel sens? Au départ, si je reviens au départ, puis on viendra à ceux qui sont ajoutés après, mais au départ, le lendemain de l'élection, on a 6 élus plus le maire. Dans les 6 élus, mettons, je vais mettre le maire de côté pour ce bout-là de la discussion. Dans les 6 élus, il y en a 5 qui n'ont aucune expérience de politique municipale. 5 femmes, dont 4 qui ont des jeunes enfants. Ça amène un autre point de vue, puis c'est pas cliché, puis c'est pas... non. C'est une autre réalité du quotidien, c'est d'autres genres d'expériences professionnelles qu'un groupe classique, on va dire. Puis ça amène à aborder plein de questions différemment. Puis si on veut, puis moi je crois profondément que ça fait partie de ce qui nous permet, puis je pense qu'on a vraiment un contexte rare pour apporter des changements puis aborder des sujets différemment. Si on veut que ça se reproduise dans le futur puis que ça soit que ça soit plus anecdotique ou que ça soit plus exceptionnel, il va falloir qu'on y croit puis qu'on cultive des conditions que ce soit possible.
Donc, une des choses, mais non, mais il faut qu'on organise la politique municipale en conséquence si on veut que ça se reproduise. Ben, concrètement, pour que les femmes puissent s'impliquer. Ou les gens qui ont d'autres expériences de vie, qui ont des difficultés, pour que tous les chemins puissent mener toutes les expériences de la diversité. Voilà. Parce que, c'est le volet le plus évident, mais quand on est arrivé, une des premières choses, on a parlé du rythme où les décisions se prennent, du nombre de documents qui sont à lire, c'est incroyablement exigeant. Y en a-tu qui ont reculé? Les conseils municipaux, on reçoit les documents pour nos réunions de comité exécutif de chaque semaine le vendredi soir, avant fin de semaine. Déjà, en partant, bon. Bienvenue, les conseils municipaux, bienvenue dans ton week-end. Les conseils municipaux sont les lundis. Fait qu'il faut que tu les prépares la fin de semaine. Puis ils commencent à 5 heures, à l'heure du souper, puis ils se terminent à 21h, 22h, 22h30. Puis après ça, les soirs, tu as des conseils de quartier, etc. Puis c'est comme ça tout le temps. C'est ridicule. C'est fait pour un univers dans lequel les partages des tâches n'étaient pas les mêmes. Le soir, il n'y avait pas de problème et tout. Fait que là, tranquillement, pas vite, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis pas juste dans notre parti, parmi les 22 élus, il y a beaucoup de monde qui sont sensibles à ça, puis on va ensemble travailler, essayer d'aménager l'horaire, déplacer ça le mardi, en faire un bout l'après-midi pour que ça finisse plus tard, essayer d'éviter les semaines de relâche. On ne réussira pas à tout faire ça cette année. Ça va se faire progressivement sur 4 ans, mais il faut qu'on aménage l'univers pour qu'il soit plus accueillant pour des gens qui ont des expériences de vie diverses. Pour du monde normal. Pour du monde normal. Tu viens d'élucider... Non, mais pour vrai, oui, tu viens d'élucider la notion de les élus, c'est des extraterrestres, c'est pas du monde normal, parce que ceux qui ont réussi jusqu'à maintenant, fallait qu'ils fassent des sacrifices qui éludent une partie importante de leur vie. C'est ça. Qui faisait d'eux des gens anormaux. Parce si on veut que les sacrifices sont... Si on veut que la réalité des familles avec des jeunes enfants soit prise en compte dans les décisions de l'hôtel de ville, faut-il que ce soit possible de faire ce rôle-là de façon raisonnable. Comment vous allez faire ça? Vous n'avez pas ce pouvoir-là de changer? Oui, tout à fait. Oui, c'est les règlements du conseil municipal. On ne peut pas tout changer, mais on peut changer beaucoup de choses. Là, il y a un comité, des règlements qui existent sur lesquels siègent plusieurs élus. Le président du conseil est là. J'aimerais ça que vous changiez ça puis qu'on commence à avoir des gens qui vivent aussi, là, qui sont pas juste des malades qui sont carriéristes ou qui sont... puis tant mieux pour ceux qui ont l'énergie de l'offrir puis tout, puis ils vont encore avoir leur place. Mais ça, tu vois, ça, c'est un bel exemple d'un dossier, d'un dossier qui est mené de façon consensuelle par un groupe d'élus, mais auquel adhèrent les 22 élus, le président du conseil, Louis Martin, qui est un conseiller de l'opposition, pilote ce travail-là, puis on va faire des pas cette année, on va faire d'autres l'autre année. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on réussisse à faire des choses pour qu'à la prochaine élection, ça soit plus facile. Que le milieu de la politique soit plus des jeunes papas, puis des jeunes mamans, puis des gens qui ont d'autres expériences, puis d'autres styles de vie puissent s'impliquer, puis on va tous y gagner. Ça, Mais ça ne simplifiera pas la vie des directeurs de cabinet, par exemple. Parce que ça va encore prendre des extraterrestres. C'était bien plus facile d'avoir tout du monde semblable qui avait les mêmes réalités puis que tu pouvais convoquer le soir puis les fins de semaine. Là, c'est pas le cas. Mais sauf que ça va être beaucoup plus stimulant. Moi, j'ai la chance de travailler avec du monde varié. Mais pourquoi le chef de cabinet, ça serait pas une équipe plutôt? Tu sais, tu pourrais-tu, toi, avoir, mettons, pourriez-vous être 3? Ah ben, dans les faits, toi, tu vois, en fait, tu travailles avec, j'ai oublié son nom. Non, mais l'équipe antérieure, avec M. Labombe puis Louis Côté comme chef de cabinet, avait choisi de fonctionner pour toutes sortes de raisons qui leur appartenaient. Puis je suis pas prêt à dire que c'était pas une bonne façon. Avec les gens qui avaient, puis leur tempérament, puis les défis qu'ils ont eu pendant les années qui ont été là, c'était ça la meilleure façon qu'ils avaient trouvé. C'était une équipe très réduite, puis un rapport très autoritaire à ce rôle-là. Nous autres, on est arrivés, même si on avait voulu faire ça, on n'aurait pas été capable de le faire, pour plein de raisons. On a choisi d'avoir une approche beaucoup plus large. Fait que moi, je suis là comme directeur de cabinet. On a choisi de mettre 3 directions adjointes, puis d'avoir un cabinet plus large pour être capable de partager les responsabilités, en particulier dans une période d'apprentissage, puis d'appuyer de façon plus importante des élus qui arrivaient avec moins d'expérience que l'équipe de M. Labombe avait. Fait qu'on est, de fait, on le fait beaucoup plus. On a une direction de cabinet beaucoup plus d'équipe partagée que par le passé.
Reste que, un an plus tard, je suis obligé de dire que dans la mécanique d'un hôtel de ville, de la même façon que le rôle du maire est incroyablement fort, le rôle de directeur de cabinet est aussi incroyablement fort, puis c'est celui de trancher plusieurs décisions qui autrement seraient beaucoup trop longues à traiter pour le rythme des affaires municipales. Puis ça, il faut l'assumer. Puis c'est un rôle qui m'a pris quelques mois à saisir, mais que je comprends de mieux en mieux. Et écoute, tu dis que responsabilité de trancher, mais tu n'es pas un élu. Non. Donc, on parle de quoi exactement? Ben, moi, je suis dépositaire de l'autorité du maire. Donc, si je suis sûr que tu connais ses orientations. sa décision, ses orientations, je l'exerce. Sinon, je le consulte puis je la communique. Je comprends. Mais c'est là que ce que je te disais tantôt, pour moi, est fondamental. C'est au quotidien, ma légitimité à prendre des décisions puis à trancher, elle me vient de la légitimité que les élus puis le reste du cabinet me donnent. Le jour où ils vont penser que les décisions que je prends ne sont pas celles que le maire prendrait, ça ne marcherait pas. Ça prend son sens encore plus de cette façon-là. Parle-nous on parle beaucoup du maire. Moi, j'aimerais que tu nous parles de Bruno Marchand. Apprends-nous une chose qu'on ne sait pas sur Bruno Marchand, s'il te plaît. Une chose que vous ne savez pas sur Bruno Marchand. Vous savez tout sur Bruno Marchand. Tu peux prendre le temps d'y penser. Je vais boire mon espèce de cocktail poche pendant ce temps-là. Écoute, c'est parce que je suis pas pour dire des. Je pense que vous voyez très bien son tempérament. Non, mais c'est pas ça. C'est vous voyez très bien son tempérament très décidé, impatient. Je pense que ça paraît aussi. Il veut des résultats rapidement. Il veut qu'on travaille là-dessus. Vois-tu, non? Ça, c'est une découverte. Oui, non. Il faut que ça opère, que ça roule. Les obstacles, il faut qu'on réussisse à les surmonter. Quelque chose que vous ne savez pas. Ben, c'est déjà. Je sais pas. Non, c'est pas. Moi, ça l'a déjà. Je savais pas qu'il y avait une petite impatience là, chez Bruno Marchand qui faisait. Il veut que ça marche, c'est ça? Absolument. Que ça marche. Puis c'est une force dans ce rôle-là. Tu le sais, on a déjà parlé dans d'autres contextes. Moi, j'ai un immense respect pour les institutions. Parce que c'est ça qui survit au passage des politiciens, des politiciennes qui assurent la continuité. Puis moi, j'aime pas quand les gens tournent en dérision. Mettons le cas de la Belgique qui a vécu pendant des centaines de jours sans gouvernement, puis ça fonctionnait très bien. Pour moi, il faut avoir du respect pour des institutions qui fonctionnent. Puis des institutions, c'est lourd. Puis c'est long à changer, parce que c'est le propre des institutions de vouloir assurer une pérennité, puis Fait que si tu n'as pas un maire et des politiciens impatients, puis on en a quelques-uns dans nos élus, puis on en a eu! Oui, c'est ça. Puis il en faut aussi de l'impatience. C'est ça qui débloque des affaires puis qui fait que ça avance. Donc, c'est une qualité, mais oui, ça en est une. J'espère qu'on ne t'a pas mis dans l'embarras avec... Non, pas du tout, mais je pense que tu as compris que je crois vraiment que mon rôle est un rôle de coulisses, puis est un rôle de... Pas de discrétion, mais il ne faut pas que je sois une source de distraction pour personne. Fait que je reste pudique sur ce que j'observe sur les cas particuliers. Est-ce que le maire sait que tu donnes des entrevues? Oui, bien sûr, je l'ai informé, puis j'ai dit, si tu ne souhaites pas que je la fasse, je ne la ferai pas. Puis il m'a dit non, avec plaisir, vas-y, en toute confiance. Tu sais, dans la vie, j'ai fini d'apprendre à un moment donné, puis ça, c'est encore plus vrai depuis un an. Dans la vie, moi, je veux, dans ce rôle-là, je parle pas dans la vie personnelle, mais dans mes occupations professionnelles, je veux pas de mauvaises nouvelles, bien sûr. Pas de surprise. Mais je veux pas de bonnes nouvelles par surprise non plus. Moi, je veux pas de surprise. Moi, je veux que les choses soient prévisibles. Alors juste. J'ai toujours dit à tout le monde, il y a quelque chose qui arrive de pas bien, vous avez fait il y a une erreur, il y a quelque chose qui n'est pas sorti comme vous voulez que les journalistes. Vous m'appelez. Je veux savoir, il n'y a pas de conséquences à... Il faut savoir, pas de surprise. Fait que je veux pas de surprise. Première base, ne pas en provoquer. Dernière question, Clément, pour ce soir. Ben oui, déjà, ça fait quand même déjà 1h20 d'habitude, une entrevue aux engagés publics, ça dure 40 minutes. Ben, t'en feras épisode 1, épisode 2. Tu ferais que je la split en deux au lieu de te réinviter.
Je te réinvite, ça va faire 4 épisodes. Non, mais les gens pourront l'écouter à double vitesse. Wow, attends un peu. Qui va l'écouter, le petit directeur de cabinet que tu as sur l'épaule? Oui. C'est une question que j'ai posée à Bruno Marchand la deuxième fois que je l'ai eu en entrevue puis où j'étais dans son bureau. Je lui ai demandé, j'ai mis la caméra sur lui, j'ai dit, Clément Laberge, au vu de ton expérience et de tes récents apprentissages comme directeur de cabinet du maire, quels sont les meilleurs fondements de la prise de décision? Évidemment, l'information. Il faut que tu prennes ta décision sur autre chose que l'intuition. L'intuition en fait partie, mais je pense que le fondement le plus important, c'est la capacité de prendre du recul sur la question qui t'est posée. Puis tu fais ça. Questionner la prémisse de la question qui t'a été posée, pas te laisser le problème emporter. qui est posé, prendre le temps de la déposer, de parler, d'aller chercher plusieurs points de vue, de prendre du recul puis de décider. C'est un processus qui prend du temps. On n'a malheureusement pas toujours le temps de le faire. Faut pas attendre de toujours avoir les conditions pour faire ce que je viens de dire, pour prendre une décision, parce qu'on n'en prendrait pas assez dans une journée. Fait qu'il faut réussir à identifier dans les 10 décisions que tu as à prendre dans la journée, laquelle ça vaut la peine que tu fasses ce processus-là, puis lesquelles 9 autres tu es capable de dire « Gars, c'est pas grave, j'y vais, puis il y en aura 6 bonnes, 3 mauvaises, c'est pas grave. » Mais ouais, je dirais identifier la question qui mérite qu'on s'y penche, puis sur celle-là, prendre le temps de prendre du recul pour bien l'aligner. Te souviens-tu ce que Bruno Marchand avait répondu? Non. Du tac au tac? Non. Les valeurs. Oui. Merci. Ouais, chacun son rôle dans le travail d'équipe. Ouais. Exactement. C'est fou, là. C'est exactement ce que je me suis dit pendant que tu répondais. Je me suis dit, c'est vraiment complémentaire, les éléments. Puis, tu sais, je suis obligé de te dire, on fera pas de cachette stupide, là. Je te connais depuis un moment, puis une des qualités qui me renverse chez toi, c'est cette capacité-là à prendre un pas de recul, à garder une hauteur dans toutes les situations. C'est phénoménal. Je pense que c'est ta caractéristique principale, en tout cas, que moi, j'ai eu l'occasion de percevoir à travers le temps. Mais tu sais, que ce que tu me fais réaliser, c'est que moi, en fait, je prends assez peu de décisions. Tu sais, dans les faits, moi, je facilite les décisions du maire, des élus, de l'administration avec les élus. Fait que peut-être ça explique aussi en partie pourquoi ma réponse a été très cartésienne. C'est que moi, mon objectif, c'est que quand Marie-Josée ou Marie-Pierre ou Mélissa ou Catherine ou t'es un accompagnateur. Ou Steve ou Pierre-Luc ou n'importe qui a une décision à prendre, c'est qu'il y a les conditions pour les prendre en fonction de leurs valeurs puis de leurs intuitions puis de la connaissance du milieu dans lequel ils sont, que moi, je connais beaucoup moins. Tu sais, moi, je passe l'essentiel de mes journées dans mon bureau. Pas que. Je sors, je rencontre des gens et tout, mais l'essentiel de mes journées sont dans mon bureau, alors que les élus sont au contact des citoyens et tout. Fait que après ça, la question des valeurs, de la compréhension fine des gens pour qui on fait ça, c'est pas moi qui l'ai, c'est eux autres. C'était la dernière question, mais on s'imagine le poste de directeur de cabinet, puis des fois, j'en parle avec ma conjointe, puis avec Mathilde, puis on est comme... Bon, le maire s'en va en Europe. Clément va aller en Europe. Ah non. Chaque fois que le maire fait de quoi de cool, toi, t'es dans ton bureau. Oui. Il faut que ça se passe. Puis je suis en contact avec lui pareil, mais effectivement, il faut tenir le fort. C'est ça. Exactement. Il faut tenir le fort. Ça pourrait être le titre. Mais tu sais, quand... j'hésite entre ça puis empouvoirment. Oui, mais quand je parle au maire à la fin de la journée, d'une journée en France ou au Havre, comme hier et aujourd'hui, puis que la journée s'est bien passée, puis que là-bas, les gens qui ont coordonné, les gens qui l'accompagnent, du service des relations internationales de la ville, du cabinet et tout, qui l'ont accompagné, sont là, sont contents de la journée, puis que tout a continué ici, ça fait partie des satisfactions de la journée. Donc, Clément Laberge, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, j'espère que dans un an, on fera un bilan pour voir comment tout ça aura évolué. Mais là, peut-être que dans un an, tu voudras plus faire ce genre de truc-là. Peut-être. Ça va peut-être faire partie du... Ou vous inviterez des élus à venir jaser du directeur de cabinet. Aussi. Mais on en avait parlé j'en avais parlé avec Bruno de ton rôle, avec Bruno Marchand. C'est une bonne idée, ça, tiens.
on va continuer notre série Ville de Québec avec des élus de votre équipe, mais aussi des élus à l'opposition. Ben oui, j'espère bien. Oui. Des directeurs de cabinet, des oppositions aussi. C'est vrai, des directeurs de cabinet. Absolument. Est-ce que Québec 21 existe encore, premièrement? Oui. Excuse-moi, je n'ai pas tout suivi, mais j'ai vu que ça brassait. Ils ont-tu un directeur de cabinet, eux autres? Absolument. Puis une directrice de cabinet. Ah, c'est une directrice. Oui. Puis ça, d'ailleurs, moi, c'est une de mes belles découvertes cette année. Je rajoute une réponse à une non-question. On n'a jamais été très discipliné. T'inquiète là. Un des rôles très satisfaisants 1h24 de directeur de cabinet, c'est le travail avec les oppositions. Oui, je sais que c'est un truc qui te motive beaucoup. Et avec les autres directeurs de cabinet des différents partenaires, les cabinets ministériels et tout. Fait que, puis un des rôles essentiels, c'est que même quand les médias créent des situations de conflit entre le maire et des ministres, parce qu'il y en a eu quelques fois dans l'année, le rôle des chefs de cabinet, c'est de passer par-dessus ça, puis de travailler comme si de rien n'était, puis de faire en sorte que tout fonctionne, puis qu'au-delà de la partie théâtrale du jeu médiatique, les affaires continuent, puis qu'on se parle, puis qu'on se comprenne de mieux en mieux. Parce que là, je pense à ça. Ça, c'est vraiment une belle source de satisfaction. Donc, tu n'es pas juste en relation avec des chefs de cabinet des autres élus municipaux. Ben non. Tu n'es pas juste en contact avec d'autres élus municipaux de d'autres villes. C'est aussi avec différents paliers. Donc, tu fais affaire avec des chefs de cabinet ministériels. Ouais, écoute, si tu me reparles là-dessus, il va falloir une deuxième émission. J'espère que ça paraît que j'aime ça. Oui, puis je pense que je pense qu'on est pas mal. On est toute une gang là que tu viens d'allumer pour une suite. Cela dit, je veux parler aussi à des directeurs, directrices de cabinets à savoir autant au point de vue des cabinets. Mais c'est drôle, là, je suis certain que ça pourrait pas m'arriver. Je pourrais pas asseoir une directrice de cabinet d'un ministère. C'est ça que dans le grand livre de la politique, là, ce que je fais ce soir, le petit directeur de cabinet qui est mis sur mon épaule, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? » Ça, c'est sûr et certain. Il fait palme, là, en ce moment, il est comme... Mais moi, je pense que c'est important de le faire. Non, mais je pense que c'est important de le faire pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Oui, c'était l'objectif. Puis qu'au-delà du jeu médiatique, il y a un travail immense de fond qui se fait. Puis il y a beaucoup de... Je pense que les gens peuvent être... Je vais prendre le cas de Québec. Je pense que les citoyens de Québec peuvent être très fiers du travail que leurs 22 élus font. Puis parfois, ils ont l'air en opposition. Parfois, ils travaillent très bien ensemble. Mais globalement, les 22 font une remarquable équipe pour faire avancer la ville. Écoute... c'est ça, j'étais rendu à te remercier pour de t'être prêté au jeu. Je pense que c'est un document qui vient démystifier, qui vient éduquer, qui va être super intéressant. Il y avait un risque, encore une fois. Reprenons nos différents éléments de valeur de tantôt. Il y avait un risque, encore une fois. Cela dit, je pense que c'était un risque calculé qui n'était pas si pire que ça. Snoopy a décidé que c'était assez. Là. Il va falloir qu'on... Snoopy, je ne sais pas si le monde le voit. Attends, on va le mettre ici. Donc voilà, pour ceux qui ont la caméra actuellement, vous pouvez voir Snoopy qui est en train de nous demander de mettre fin à tout ça. Donc, merci Snoopy. C'est quoi, non, la prochaine fois, après 1 heure, s'il te plaît. Sauvé par la cloche maintenant. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. J'étais en entrevue avec Clément Laberge. Donc, vous écoutez Les Engagés publics. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On a une panoplie de points de contact. On a un compte Twitter qui a beaucoup de succès. Écoute, j'ai été étonné de voir. On est à au-dessus de 50 000 vues déjà. Là, on est, sur Twitter. J'ai étudié Twitter? Ouais. Je voulais dire TikTok. Tu changes d'époque. Oui, bien, c'est ça, c'est fini. On est au début de la fin. Hein? C'est la thématique de ce temps-là. Donc, Facebook, Twitter et la guerre, supposément. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de succès avec notre compte TikTok. Fait que je vous invite à aller vous abonner. Vous allez voir des petits cut-downs, des petits extraits audio qui vont vous donner... On fouille d'ailleurs dans nos archives là-dedans. Donc, c'est bien intéressant de voir. On n'a pas le temps pour une entrevue d'1 heure, mais on a le temps pour un petit extrait de 2-3 heures qui est très, des fois, qui est très pertinent. Donc, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.